Professeure Elena Payot, tout le monde la connaît. Elle est professeure de gériatrie à l'hôpital Henri Mondor, à l'hôpital Chenevier et aussi à l'université Paris-Créteil. Nous travaillons beaucoup ensemble parce que, comme elle vous l'a dit, nous organisons conjointement un DIU sur la thérapeutique médicale et les médicaments chez les personnes âgées. Pour les personnes qui s'intéressent à cela, c'est un DU qui va exister maintenant sous une forme de DU numérique, je dirais, dans le cadre du programme TIL. Donc tous ceux qui sont intéressés ont soit la possibilité de choisir un enseignement classique ou bien un enseignement à distance. Et pendant que les diapositives arrivent, Elena va nous parler de la prévention des fractures chez les malades chuteurs. Eh bien voilà, la prévention secondaire des malades des chutes. Alors, donc, avant de démarrer cette conférence, je vais me limiter aux personnes âgées vivant au domicile. Donc, je ne traiterai pas de la prévention secondaire chez les personnes âgées hospitalisées ou vivant en EHPAD, parce que ce sont des populations un petit peu différentes. Donc je vous rappelle que près de 30% des sujets âgés de plus de 65 ans ont fait au moins une chute au cours de l'année, que 10 à 25% des chutes répétées induisent un surrisque de perte d'autonomie, que ces chutes répétées sont un marqueur de fragilité chez les sujets âgés et que la chute au domicile représente 78% des chutes. Donc cette prévention, elle s'effectue en 3 étapes. La première étape qui vous a été traitée au tout début de cette matinée, c'est de corriger les pathologies responsables de la chute, donc ce qu'on appelle les facteurs précipitants. La deuxième étape est de limiter et corriger les facteurs prédisposants, ceux qu'on peut corriger. Et la troisième étape, c'est de corriger les facteurs de gravité. Et d'emblée, la complexité donc des études scientifiques que l'on a des résultats différents suivant que c'est des chuteurs au domicile qui chutent au domicile et qui concernent souvent des personnes âgées fragiles, moins actives et déjà en perte d'autonomie, par rapport à des chuteurs sur la voie publique qui sont en général des sujets plus robustes. Donc on va voir qu'il y a parfois des actions qui sont efficaces uniquement sur un type de population et pas l'autre. Donc la première étape, je ne vais pas m'attarder puisqu'elle a été traitée au tout début de cette conférence, et donc c'est corriger les pathologies responsables de la chute. Donc ça veut dire, vous avez bien vu, une évaluation complète qui prend du temps. Vous avez des maladies aiguës qui sont responsables de la chute, c'est les facteurs précipitants, mais il y a aussi des maladies chroniques qui favorisent ces chutes, la maladie Parkinson, la maladie diabétique, tout ce qui est arthrose des membres inférieurs. Souvent, le bilan ostéo-articulaire est mal fait et souvent, on passe à côté d'une hydarthrose du genou. Et une hydarthrose du genou, ça donne une instabilité du genou, le genou est instable, et donc ça peut être un facteur de chute. Donc il faut rechercher un épanchement au niveau du genou et le ponctionner. Donc tous ces facteurs, il faut les rechercher et les prendre en charge. La deuxième étape, c'est corriger les facteurs prédisposants. Et donc la conférence d'HAS les a répertoriés. Donc il y a des facteurs que l'on peut essayer de corriger, d'autres pas. Et nous allons voir donc justement quelles sont les actions qui ont démontré leur efficacité au niveau scientifique. Alors sécuriser l'environnement. Alors sécuriser l'environnement au niveau du domicile. Les facteurs à prendre en compte sont l'habillement, le mobilier, l'obstacle, et répertorier les conditions locales dangereuses inadaptées. Alors, les études que l'on a à disposition ont une méthodologie très précise. Elle consiste d'une part à faire une évaluation complète
avec une checklist, et je vous ai mis les 2 noms de checklist qu'on utilise le plus souvent, avec des recommandations adaptées en fonction de des anomalies répertoriées dans la checklist, avec une aide personnelle et financière pour aider ces modifications. Et si on fait l'ensemble de ce process, on a alors une amélioration et une diminution de la fréquence des chutes. Là encore, pas des chuteurs, mais de la fréquence des chutes. Donc vous voyez, c'est relativement lourd, hein, et les études montrent que ce process n'est efficace que chez les sujets à haut risque de chute, chez les sujets avec troubles visuels, et quand le process est réalisé par un professionnel expérimenté type ergothérapeute. Et dans ces conditions, et uniquement dans ces conditions, ça a prouvé que vous diminuez de 21% l'incidence des chutes. Autrement dit, si vous modifiez uniquement le tapis, il n'est pas certain que ça marche. Si vous enlevez la marche que la personne âgée a pris l'habitude qu'elle a intégrée, il n'est pas sûr que ça fonctionne. Donc c'est une évaluation complète et c'est là encore une analyse complète avec en plus une aide personnelle et un suivi. Pour ce qui est de sécuriser l'environnement et notamment tout ce qui est à l'extérieur, que ce qu'on peut faire. Donc les facteurs qui ont été pris en compte et analysés dans la littérature sont les chaussures avec un système antidérapant. Donc ça a montré son efficacité. Le remplacement des verres à double foyer avec des verres à simple foyer, donc améliorer le système, les lunettes et le système de vision. Ça a démontré son efficacité. Et la prise en charge de tout ce qui est problème de douleur de pied et de troubles statiques, avec là encore des actions multiples qui consistent à la fois de faire un bilan de la douleur du pied, d'avoir un diagnostic, de faire intervenir le podologue et de faire intervenir le kiné, avec notamment une rééducation de l'amplitude articulaire de la cheville. Pour revenir sur les chaussures, c'est un élément qui a été analysé sur plusieurs études. Ce qui est facteur de chute, c'est le fait de marcher chez le sujet âgé comme facteur prédisposant, c'est de marcher pieds nus, en chaussettes ou avec des pantoufles sans semelle. Alors, pour ce qui est des troubles visuels, clairement, c'est pas très clair. Il y a une étude qui montre que la chirurgie de la cataracte du premier œil permet une réduction du taux de chute de 34%. Mais en revanche, quand vous traitez d'autres études qui ont traité d'autres troubles visuels ou qui ont traité les 2 yeux, montre à l'inverse une augmentation du risque de chute. Et l'analyse de ces éléments, une des hypothèses, c'est qu'en fait, en corrigeant la vue, chez des sujets qui ont d'autres facteurs de risque de chute, vous induisez une augmentation des activités, en particulier à l'extérieur, et ce qui fait que on a l'effet paradoxal d'une augmentation du nombre de chutes. Donc, au niveau des troubles visuels, en dehors de corriger un œil, mais bon, voilà, c'est pas encore très clair. Pour les chutes du sujet âgé et médicaments, je vais passer très vite, puisque Carmelo vous a fait une synthèse très intéressante. Donc, revoir l'ordonnance, bien sûr, et essayer de distinguer ce qui est lié aux médicaments et à la pathologie, ce qui est loin d'être évident. Pour ce qui est de l'activité physique, alors là, il y a un consensus pour dire que c'est utile. Mais quelle activité physique ? Les études montrent que ce sont les exercices à composantes multiples, associant un travail de la force musculaire, de l'équilibre et de l'endurance.
Et là, dans ces conditions, quand c'est des exercices qui ont des composantes multiples, on a effectivement une efficacité à la fois sur le nombre de chutes et sur la conséquence, c'est-à-dire les fractures. Donc, le programme d'exercice que vous devez mettre en place, si vous avez des hôpitaux de jour thérapeutiques, sont des programmes à composantes multiples, avec au moins deux des éléments suivants: un travail de l'équilibre statique et dynamique, un renforcement musculaire des membres inférieurs et en particulier des chevilles, un maintien de l'amplitude articulaire des membres inférieurs et, si possible, si la personne âgée peut le faire, des exercices d'endurance. Pour le tai chi, puisque là aussi il y a plusieurs publications, ce n'est efficace que chez les sujets robustes à faible risque de chute. Hein, vous voyez, je vous avais dit au tout début qu'on distinguait deux types de populations. Et ben, typiquement le tai chi, il faut quand même être suffisamment en forme pour pouvoir le faire. Et là, dans cette population, et donc plutôt chez chuteurs extérieurs, ça marche. Cette activité physique, ce qui a démontré le plus efficace, c'est les séances de kiné associées à des exercices d'auto-rééducation. Donc, 2 à 3 interventions par semaine, réalisées par le kiné, mais vous voyez, avec une durée totale de 150 minutes, on est loin des 10 minutes consacrées par le kiné aux malades. 150 minutes, ça veut dire 45 minutes par séance de kiné. Donc, ce qui fait qu'en ville, il y a un réel problème pour réaliser ce temps. Complété par au moins 2 exercices physiques que fait le patient à son domicile, de 15 à 30 minutes. Bien sûr, on l'éduque et bien sûr, on lui dit quel exercice il doit le faire. Et en cas de trouble de la marche et de l'équilibre, il faut faire des exercices d'entraînement de l'équilibre au moins 3 fois par semaine. Pour ce qui est de la vitamine D chez le sujet âgé, effectivement, le Griot s'était positionné en 2011 pour dire qu'il fallait doser la vitamine D chez les patients qui avaient une exposition solaire nulle, chez les sujets présentant des risques de chute, des chutes à répétition et pas un risque, chez les sujets présentant une ostéoporose avérée, une maladie favorisant l'ostéoporose, et chez les sujets prenant des médicaments inducteurs d'ostéoporose. Les recommandations de l'HAS en 2013 ne recommandent pas de dosage de la vitamine D chez les personnes ostéoporotiques et chez les personnes prenant des médicaments inducteurs d'ostéoporose. En revanche, ils ont gardé les personnes âgées faisant des chutes répétées. Alors, je vous rappelle que donc on corrige en fonction du déficit en vitamine D. Et la vitamine D a montré que ça diminuait les chutes chez les sujets âgés déficitaires. J'insiste là-dessus parce qu'il y a même une étude qui montre que si vous donnez de la vitamine D chez le sujet non déficitaire, vous augmentez le risque de chute. Donc, c'est que chez le sujet âgé déficitaire. Donc, en fonction, je vous rappelle le schéma qui avait été proposé par Olick, qui, en 2007, qui a fait un New England et qui propose un schéma de supplémentation chez les sujets déficitaires en vitamine D. Et le seuil à atteindre est de, pour l'instant, 30 nanogrammes par millilitre. C'est en cours de discussion actuellement. On pense que peut-être un seuil un peu plus élevé serait plus adéquat. Mais retenez pour l'instant 30 nanogrammes par millilitre. La troisième étape de cette prise en charge est la réduction des conséquences graves en cas de chute. L'HAS, dans son analyse, a ciblé 3 conséquences graves, je vous les rappelle. C'est l'ostéoporose, puisque si vous êtes chuteur et ostéoporotique, très rapidement, vous arrivez à la conséquence de la chute, qui est la fracture, une des conséquences la plus graves. C'est l'isolement social et c'est le syndrome post-chute et c'est le traitement anticoagulant. Donc, dans la prévention secondaire, il faut rechercher si le maladie est ostéoporotique
puisqu'il faut agir sur les deux composantes qui conduisent à la fracture, puisque c'est bien la fracture que l'on veut éviter. Donc, je vous rappelle, quand il y a une fracture de l'extrémité supérieure du col du fémur, vous avez donc une perte d'autonomie dans au moins une des activités de la vie quotidienne dans 80% des cas, une marche assistée après 1 an dans 40% des cas, et des décès dans 20 à 30% des cas dans l'année qui suit cette fracture de l'extrémité supérieure du col du fémur. Donc, que recommande le Griot aujourd'hui? Eh bien, les choses sont claires. Il y a un consensus au niveau national en France. Si le sujet âgé est chuteur, il faut faire une ostéodensitométrie et rechercher une ostéoporose. Avant qu'il chute, je vous rappelle qu'il y a quand même quelques signes qui peuvent vous faire penser qu'il est ostéoporotique. C'est la diminution de taille, c'est la syphose dorsale et c'est le bilan de douleurs dorso-lombaires. On pense toujours que c'est l'arthrose, les douleurs dorso-lombaires. Si vous faites des radios systématiques chez des sujets qui ont des douleurs dorso-lombaires, vous allez voir qu'une fois sur deux, c'est déjà un tassement et que personne ne l'a pris en charge. Donc voici les recommandations du Griot. Vous voyez que les facteurs de risque d'ostéoporose, s'il n'y a pas de fracture, mais que vous avez des facteurs de risque d'ostéoporose ou un risque élevé de chute, d'emblée, il faut faire une ostéodensitométrie. Et si le score est inférieur à -3, eh bien, si le T-score est inférieur à -3, il faut traiter le patient. Pour le syndrome post-chute, et j'ai terminé, ce qui a été démontré, c'est que qu'est-ce qui est efficace? Ce sont les programmes d'exercice qui améliorent la force musculaire et l'équilibre. C'est le tai chi chez les personnes qui sont capables de le faire. Et c'est les programmes de thérapeutique cognitivo-comportementale. Merci. Vous avez mentionné que une évaluation est utile quand c'est fait sur des sujets à haut risque, avec une diminution à 21% de l'incidence des chutes. Est-ce que vous pensez qu'éventuellement, on pourrait imaginer qu'on aurait des évaluations qui seraient faites automatiquement de l'environnement pour des personnes âgées de 80 ans? C'est-à-dire que systématiquement, de la façon dont vous avez un mammogramme pour les femmes qui ont, je pense en France, c'est 45 les dire ou au 50 titre de la ans. prévention. Oui, c'est-à-dire, est-ce que... En fait, en prévention primaire, du coup. Oui, c'est ça. Avant que la chute arrive. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que... Ce n'est pas démontré. Et donc ça ne veut pas dire que... Si ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace, mais pour l'instant, ce n'est pas démontré. Effectivement, votre question est judicieuse. Est-ce qu'avant d'attendre la chute, est-ce qu'il ne faudrait pas, en présence des facteurs qu'on analyse, qui sont maintenant assez bien reconnus, se dire, on fait une prévention et on fait intervenir l'ergothérapeute au domicile ou un autre professionnel qui connaît ce processus, et faire une analyse. Et voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas de données scientifiques suffisamment solides pour pouvoir dire qu'il faut le faire. Joël, je ne sais pas si tu as des données. Non, on est tout à fait d'accord. De toute façon, c'est difficile de montrer des actions de prévention sur ce qu'on appelle la prévention primaire avant que l'événement arrive. Il faut faire des études très compliquées et c'est sûr que c'est très coûteux. Voilà. Aujourd'hui, ces études n'existent pas. Mais à mon avis, le bon sens voudrait que, oui, c'est certainement mieux d'avoir un domicile, je dirais, plus sûr que plein d'obstacles. Maintenant, après, on sait que c'est difficile et coûteux, par exemple, d'envoyer un ergothérapeute chez chaque personne de plus de 80 ans. On n'y arriverait pas. Donc effectivement, la question, c'est chez les déficitaires en vitamine D, le fait de corriger le déficit a démontré que ça diminuait le nombre de chutes. En revanche, il y a une étude qui démontre qu'effectivement, chez les non-déficitaires, ça a augmenté le nombre de chutes, l'inverse. Et qu'est-ce que votre question, c'était comment faire ?
Voilà. Donc, je crois que monsieur comprend pas, comprend pas pourquoi on a ce type de résultat. Alors, quel est le mécanisme, j'en sais rien. Oui, des fois, il y a des études qui sont un peu mystérieuses. Voilà, il faut faire avec. Voilà. Mais ça repositionne le problème du dosage. Hein. Ça repositionne le problème du dosage, et de deux, et c'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas retiré sur les chuteurs répétés dans les recommandations actuelles. Mais sachez que, quand même, sur les populations en EHPAD, toutes les analyses, les études disponibles montrent qu'ils sont quasiment tous déficitaires. Hein. Donc, si votre crainte est que vous travaillez en EHPAD et de dire moi je dose pas et je supplémente, vous avez raison, car ils sont quasiment tous déficitaires. Et c'est vrai aussi, c'est ceux qui sont fracturés du col et qui sont en rééducation SSR. Si vous faites une analyse fine de l'incidence du déficit, eh ben, ils sont tous déficitaires. J'avais juste une petite question assez pratique, c'est-à-dire quand on a une personne qui a des chutes répétées, bon, ça semble très logique, maintenant c'est de plus en plus admis qu'on puisse faire une ostéodensitométrie, parce qu'il y a quand même un risque de fracture majeure. Oui. Alors, est-ce que la personne sera remboursée de cet examen dans l'état actuel des choses ? Alors, redis-moi le contexte. Elle est... Par exemple, vous parliez tout à l'heure d'une dame de 80 ans qui a fait 2 chutes dans l'année. Oui, elle s'est remboursée. Pourquoi ? Parce qu'elle est âgée, c'est un facteur de risque. C'est une femme, si c'est une femme, c'est un deuxième facteur de risque. Et si elle est chuteuse, vous l'argumentez déjà avec ces 2 facteurs de risque. Et j'ai jamais eu de problème de prise en charge. Parce qu'en fait, les chutes répétées ne sont pas entrées dans la liste des facteurs justifiant le remboursement. Non, pas encore. Mais si tu regardes tous les facteurs prédisposants, tu as la polypathologie, le sujet âgé, le fait d'être une femme, d'avoir des troubles visuels, d'avoir... donc, je veux dire, nos malades sont ceux-là. Voilà. La masse musculaire. Alors, je répète la question. Est-ce qu'il y a des facteurs nutritionnels qui peuvent changer la masse musculaire ? Je crois qu'il faudrait qu'on fasse un congrès entier sur ce sujet. C'est une question véritablement complexe. Il y a des acides aminés spécifiques. Il y a toute une recherche dessus autour de la citrulline. D'accord ? Mais là, effectivement, j'en ai pour 1 heure. Donc c'est autour de certains acides aminés, oui. Maintenant, il y a des études aussi sur les protéines. Un régime protéique adapté, non déficitaire, et vous savez que les sujets âgés sont souvent en déficit de protéines, améliore l'os également. Bien, merci beaucoup.